Bonjour Armelle. Bonjour Arthur. Merci de nous recevoir dans ton cabinet. Tu es sophrologue. L'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses m'expliquer un petit peu ton métier et qu'on puisse échanger un petit peu sur les tenants et les aboutissants de ta pratique. Ouais. Ça te va? Oui, avec plaisir. Ok, super. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous définir un petit peu ce qu'est la sophrologie? Bien sûr. Alors, la sophrologie, tout d'abord, c'est une discipline qui est méconnue parce que très large et vaste. On va dire qu'elle regroupe différentes notions majeures qui sont la respiration, ça on le sait bien, la relaxation, on le sait aussi, mais surtout la méditation. Donc on est en état de conscience modifiée lorsqu'on fait une séance de sophrologie. Le mouvement, et donc le corps est vraiment central en sophrologie, et des visualisations positives, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, pour se préparer, on va dire, mentalement. Voilà, donc ça, c'est vraiment la structure même de la sophrologie. Ça peut se réaliser en individuel ou en séance de groupe, autour de 10 personnes, voilà. Et c'est applicable à tous les domaines de la vie, et notamment justement dans la prévention et la gestion du stress, qui est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci pour cette définition. Donc c'est assez large. Tu as utilisé plusieurs notions de respiration, de méditation. Moi, lorsque j'entends sophrologie, c'est vrai que j'ai peut-être une croyance qui est un petit peu limitée. Je pense tout de suite à la respiration. Comment est-ce que ça se fait que c'est ce qui nous vient peut-être, enfin, moi en tout cas ça me vient à l'esprit en premier, j'ai l'impression que c'est un petit peu une tendance générale. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu peut-être les préjugés ou ce qu'on attend lorsqu'on va voir une sophrologue ou un sophrologue? Alors, déjà, souvent, on respire tous les jours, à tous les instants, et tous les êtres vivants respirent. Donc, c'est une fonction qui est des plus naturelles. Cependant, dans des moments de stress ou quoi que ce soit, on respire souvent mal. Donc, l'idée, c'est justement de reprendre le pas sur cette respiration et par l'intégration d'exercices respiratoires, pouvoir mettre à distance, prendre du recul dans ces moments de stress, où on est en stress total. Voilà, c'est vraiment l'idée. D'accord. Donc, c'est mieux s'oxygéner, c'est adapter une respiration à chaque situation et du coup prendre du recul vis-à-vis des situations problématiques. D'accord. C'est vrai que lorsqu'on parle de respiration, c'est quelque chose qui est hyper naturel, hein, on le fait depuis qu'on est né, a priori, et on n'apprend peut-être pas à respirer. Du coup, comment est-ce que ça se manifeste? On prend des mauvaises habitudes de respiration, c'est quelque chose qu'on peut réapprendre, même si on a eu une technique de respiration qui a duré jusqu'à toute notre vie. Comment est-ce que ça se passe du coup? Alors en effet, on n'apprend pas à respirer, c'est tout de suite très difficile puisqu'à la naissance, le cri primal, on sait bien que c'est quelque chose de douloureux et tout au long de notre vie, que ce soit à l'école, que ce soit à l'adolescence, pendant notre travail, effectivement c'est des outils qu'on ne nous donne pas. Or, il y a vraiment des techniques qui sont connues pourtant de façon ancestrale, notamment dans les philosophies orientales, et je pense à l'Inde, au pranayama, les yogis qui savaient et qui utilisaient vraiment le souffle comme un outil de sagesse, de bien-être, et de mise à distance des situations qui sont problématiques pour nous. Donc oui, on peut apprendre à respirer, et oui, ce serait super en fait qu'on l'intègre davantage dans notre apprentissage d'être. Premièrement, je pense à l'école, et puis plus avant, au travail, et encore dans des disciplines notamment sportives. Moi, je m'intéresse beaucoup au sport puisque je suis une grande sportive, et les sportifs sont des gens qui sont censés respirer correctement, mais en vérité, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc leur donner ces quelques outils, ça permet fondamentalement en fait d'améliorer leur pratique, et puis pour en sophrologie prophylactique générale, ça permet vraiment à tout un chacun de mieux gérer en fait son quotidien avec plus de bien-être, plus de relâche, et en se confrontant avec plus de facilité aux situations difficiles de la vie. D'accord, c'est une réponse hyper complète, j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Tu me parlais potentiellement de le travailler dès l'enfance, peut-être à l'école. Comment est-ce qu'on pourrait le faire directement, là, si tu avais une classe d'enfants, je sais pas, de 8 ans, typiquement quel genre de situation tu peux faire pour travailler sur cette respiration et j'imagine les conséquences positives?
Alors par exemple, on pourrait tout simplement apprendre à inspirer par le nez et souffler, avoir une respiration qui est plus ventrale, donc diaphragmatique. Et inspirer par le nez, et par exemple, si j'avais une assemblée d'enfants en face de moi, je leur proposerais de faire comme s'ils allaient souffler avec la bouche sur une plume, de manière à avoir une respiration, une expiration justement prolongée et profonde qui mettent en jeu cette respiration ventrale et la remontée et la relâche du diaphragme dans le processus respiratoire. Donc, par exemple, je leur dirais d'imaginer une plume devant eux et à l'inspire, bien inspirer par le nez sur 4 temps, et à l'expire d'essayer de souffler sur une plume tout doucement, la gardant dans sa main de façon profonde en pinçant les lèvres, de manière à leur apprendre cette respiration. Voilà. Pourtant facile, mais qui ne s'invente pas. Ouais, non, effectivement, et c'est un superbe exemple, je vois parfaitement l'image, donc c'est super. Donc là, tu nous parlais effectivement de la possibilité de travailler avec des enfants ou des sportifs, mais j'imagine que les techniques de respiration, parce qu'on est toujours sur la respiration, ça s'applique vraiment à tout le monde, hein, même du coup des seniors, des personnes ayant même des fragilités au niveau de la respiration. On peut vraiment travailler ces techniques-là avec tout type de public. Tout à fait, d'autant plus que moi je suis spécialisée auprès des seniors et des sportifs également, parce que pour moi c'est un peu deux segments d'une même droite, d'une même chaîne. Et évidemment pour les seniors ou même pour toute personne qui a des pathologies respiratoires lourdes, il est important et très utile pour eux en fait de leur donner certains outils pour respirer davantage. On entend beaucoup parler de la cohérence cardiaque, mais c'est la base en fait, c'est inviter la respiration dans sa journée, dans sa vie, de manière à être plus en conscience en fait de ce qu'on fait, respirer en conscience. D'accord, c'est vrai qu'il y a cette notion de pleine conscience ou de conscience qui revient dans beaucoup de métiers autour de la prévention, autour du bien-être général. Toi, c'est quelque chose que tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, on est un petit peu déconnecté de certaines réalités, notamment des réalités corporelles. Tu as l'impression que cette pleine conscience, c'est vraiment un axe sur lequel il faut qu'on puisse travailler tout être au quotidien? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, dans un monde où tout va très vite. Les informations, le rythme, les émotions, le travail, et il y a une urgence à prendre conscience, peut-être à ralentir. Et la respiration, c'est le souffle de vie, c'est la première chose qui nous habite. Voilà, il est important, premièrement, de respirer en conscience et de mettre des respirations comme un peu dans une partition de musique, ou voilà, mettre des respirations, des blanches, des noires. Ok, dans notre travail, notre vie perso, on a des moments voilà, où on accélère, mais il faut savoir prendre du recul et puis voilà, tout simplement pour profiter de la vie et puis être en conscience, donc faire les choses avec profondeur et plus de recul et d'efficacité du coup. D'accord, merci. On parle de profondeur, ça me fait penser, et ça m'amène au deuxième point que tu avais souligné lorsque tu parlais de ton métier, c'est tout ce qui est l'aspect méditatif. Tu vois, moi c'est pas alors je pense pas être le représentant un petit peu de l'image qu'on a des sophrologues, mais moi c'est pas le premier truc qui me vient en tête lorsque je pense à la sophrologie. Tu as fait des parallèles aussi avec l'Inde ou des psychologies un petit peu asiatiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet aspect et de ce rapprochement avec tout ce qui est la méditation? Bien sûr, alors pour ça je vais revenir aux origines de la sophrologie. La sophrologie qui a été inventée par un neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo, qui était colombien et qui a eu l'intelligence, un esprit brillant de regrouper plusieurs disciplines pour créer justement cette discipline qui est entre corps et esprit, vraiment. Donc c'est une discipline psychoverbale qui envisage l'esprit mais sans oublier le corps, et c'est bien souvent en fait à mon sens, il est dommage en fait que les disciplines qui étudient la psyché oublient le corps. C'est une unité, un tout. Et il est vrai que les philosophies orientales, notamment le yoga, le pranayama, ont intégré complètement cette idée d'unité corps-esprit, et notamment aussi de présence du souffle de vie qui est central et qui est en fait le reliant entre le corps et l'esprit. D'accord. Du coup, la sophrologie s'inspire largement de ça, en fait, de ces philosophies orientales, notamment du pranayama, mais elle s'inspire aussi de disciplines plus occidentales philosophiques, comme l'existentialisme,
donc où en fait l'expérience du vécu est plus importante que l'être en soi, et également la phénoménologie. Voilà, on peut citer Hegel et Husserl qui s'expriment en fait dans l'importance en fait de vivre les choses de la réalité comme réalité objective. Voilà. D'accord. Donc les phénomènes du corps sont importantes et elles peuvent être prises comme telles de façon assez simple. La méditation, c'est ça aussi, c'est envisager les situations, envisager l'agitation mentale et la regarder un petit peu comme un nuage qui passe. Donc voir, accueillir les choses, mais sans nécessairement s'appesantir dessus, accueillir, laisser passer. Et c'est en quoi la sophrologie est inspirée de ces philosophies-là. Et du coup s'inspire également de la méditation de pleine conscience également. D'accord, donc c'est relativement complet, hein. Je pense que tu as cité différents courants. Justement, cette convergence un petit peu des pensées, et tu me citais le nom du monsieur qui a un petit peu réuni et mis en avant ce métier-là. Ça date de quand du coup? Ça date des années 70. Donc c'est relativement récent. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et tel que je te le disais, c'était vraiment cet homme était un esprit brillant et il a eu l'intelligence de condenser, de créer une méthodologie avec des protocoles. C'était un médecin, un neuropsychiatre, avec des analyses, aussi des études en neurosciences voilà, complètes qui permettaient d'élaborer une discipline riche et qui soit utilisable par tous et pour tous. D'accord. Donc on est sur un métier qui a une 50aine d'années. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est dans les balbutiements de l'activité, ou est-ce qu'on en est? On est relativement avancé. Toi, comment est-ce que tu situes un petit peu ton métier sur une chronologie à peu près, sachant que certains autres métiers ont 200, 300 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tel que je te le disais, c'est hérité et inspiré de philosophies qui sont ancestrales. Donc voilà, par contre, il est vrai que ce professeur Caicedo, qui a inventé cette discipline dans les années 70, les choses ont bien changé depuis. La méthodologie et la méthode, le concept même sophrologique a quelque peu évolué. Et il est normal qu'il évolue et c'est sain même que cette discipline s'adapte à nos besoins d'aujourd'hui, où les choses sont allées très vite depuis les années 70, la vie s'est accélérée, donc on n'a jamais eu plus besoin de cette discipline qu'aujourd'hui. Par contre, effectivement, il y a des petites choses. Comme c'était un esprit brillant et qu'il a essayé de vraiment fonder une méthode qui tienne particulièrement la route d'un point de vue conceptuel, c'est un petit peu, à mon sens, c'est très carré, trop parfois. Et aujourd'hui, on a tendance, et les nouveaux courants de sophrologie ont tendance à s'inscrire plus dans le quotidien et à proposer des outils simples, très simples à appliquer au quotidien et dans une présentation qui est peut-être moins au niveau du concept et qui parlait de phénoménologie existentielle et c'est compliqué pour les gens parfois et ça s'inscrit davantage dans le quotidien et ça permet aux gens en fait de comprendre pourquoi ils font ça, comment le faire et de constater que ça leur fait du bien. D'accord. Et donc toi là, si je suis pas sûr d'avoir bien compris, tu penses que le courant actuel de la sophrologie est peut-être un peu moins désuète que ce que Caicedo voulait mettre en avant avec un aspect un petit peu trop rigoriste, c'est ça? Oui, il y a plusieurs écoles. Alors cet esprit de Caicedo est toujours très fort. Par contre, on essaie de simplifier sa pensée, peut-être trop parfois, à mon sens également. Et c'est vrai que cette discipline qui est difficilement explicable parce que très complète justement et très conceptuelle au final, aujourd'hui pêche un petit peu, parfois même en son contraire, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui maîtrisent un petit peu moins ces concepts et qui en font quelque chose de très simple, avec des formations qui sont parfois courtes, trop courtes au regard des principes présentés. Et du coup, il est vrai que ça ne sert pas toujours la profession et la qualité des pratiques qui sont offertes en sophrologie. J'imagine. Du coup, on va pouvoir peut-être revenir à toi et un petit peu, comment est-ce que tu es arrivé à la sophrologie? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours? J'ai cru comprendre que ton parcours était assez riche et assez atypique. Bon voilà, explique-moi tout et j'essaierai de rebondir dessus.
Alors, pour dégager un fil rouge, je dirais que je suis quelqu'un, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai toujours été passionnée par la psyché humaine, mais aussi par l'être et le devenir de façon générale, et je dirais corps et esprit. Je suis une grande sportive, j'ai toujours fait du sport à haut niveau. Tu as fait quel type de sport? J'ai fait de la gymnastique aux agrès et ensuite de l'équitation, ça toute ma vie. Je suis voilà, un Sagittaire et depuis à peu près 15 ans, j'ai fait beaucoup d'alpinisme et d'escalade aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment ma passion et j'en fais très régulièrement. Voilà, c'est mon hobby. Donc on voit qu'à travers les types de pratiques que tu as eues, on a quand même un rapport déjà au corps avec la gymnastique ou même de liant avec l'équitation, parce qu'au final on doit réaliser une performance avec un animal, hein, en l'occurrence un cheval, donc il y a vraiment cet esprit-là, ou même de l'alpinisme qui est qui est un métier qui est une à risque pour certaines formes, et où il faut une certaine concentration, un certain rapport au stress ou à la peur, j'imagine. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu justement la sophrologie et qu'on revient sur justement ce rapport entre le corps et l'esprit. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, dans ma pratique sportive, j'ai toujours fait des disciplines qui étaient très engagées, qui engageaient donc non seulement le corps, mais aussi l'esprit, notamment en équitation, il y a le risque de la chute, en alpinisme et en escalade aussi, donc ce serait peut-être un fil rouge également à dégager. Et en ce sens, et d'ailleurs c'est par là même que je suis arrivée en fait à la sophrologie, parce que c'est la chute en fait la peur de la chute qui m'a fait arriver à la sophrologie, parce que je suis tombée de cheval, je me suis fait une grave blessure et vraiment beaucoup de difficultés pour moi de remonter à cheval, etc. C'était arrivé quand dans ton parcours, cette chute? Ça devait être il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Du coup j'ai entamé un travail en sophrologie en fait par rapport à cette peur de la chute. Dès que je montais à cheval, j'étais très angoissée, c'était quasi phobique. Et donc je suis allée voir une sophrologue. Je m'intéressais déjà depuis quelque temps à la sophrologie et je suis allée voir une sophrologue pour travailler sur cette peur-là qui en plus en parallèle se répercutait sur ma pratique de l'escalade également. D'accord. Voilà, donc j'ai pu et cette sophrologue qui était merveilleuse et je l'en remercie encore aujourd'hui, m'a donné des outils concrets, respiratoires, des visualisations positives, de la préparation mentale en fait pour venir à bout et passer outre cette angoisse que j'avais développée suite à mon accident. D'accord, c'est super. Ouais. À ce moment-là, au niveau de ta chute, donc tu avais une trentaine d'années à peu près, oui. Tu en étais où dans ton parcours professionnel? Alors, à ce moment-là, donc j'ai un parcours vaste et pluriel. J'ai fait des études toujours autour de la psyché, en tout cas des études d'histoire. Je suis allée jusqu'en Master 1 d'histoire à Paris 7. Ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts et j'ai fait l'école des Gobelins. Donc, j'ai été auteur-photographe pendant 15 ans. Je suis toujours d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'habitera toute ma vie. Et j'ai repris également des études de psychologie il y a un petit peu plus de 10 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça, mais qui ne m'ont pas satisfaite parce que justement pour moi la psychologie envisageait uniquement l'esprit et pas assez le corps, et je cherchais déjà une discipline qui aurait pu rejoindre les deux. Et donc après ce travail et après cette recherche, j'ai eu l'occasion de découvrir la sophrologie qui, à mon sens, était une discipline qui rassemblait véritablement corps et esprit. D'accord, c'est super. Voilà. Et du coup, comment est venue la transition? Donc tu fais cette chute, tu essaies de travailler un petit peu sur toi, sur tes peurs, tu discutes du coup avec cette sophrologue. Comment est-ce qu'on vient à faire le switch et à passer directement à la formation?
Donc du coup, j'étais artiste auteur, photographe, je m'intéressais également à la psychologie, j'étais pas nourrie par ça complètement. À titre personnel, j'ai fait une psychanalyse aussi pendant quelques années. D'accord, ce qui est engageant. Voilà, tout à fait, histoire de boucler la boucle. Et c'est un cheminement personnel qui m'a convaincue voilà, que la sophrologie répondrait pour moi du coup à ce côté unitaire entre corps et esprit, et que voilà, c'était un fil rouge dans ma vie entre ma pratique sportive, entre ma pratique artistique. Je suis quelqu'un qui aime bien, je vous l'ai dit, la psyché humaine. Voilà. Donc pour moi, en fait, je me suis dit que j'aimerais étudier tout d'abord cette discipline en profondeur et en faire mon métier. Si vraiment j'étais complètement voilà, charmée, intéressée par cette discipline, ce qui était le cas. D'accord. Et donc du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait? On s'intéresse, on regarde un petit peu les formations. Comment est-ce que ça se passe? Les formations, elles sont longues? Est-ce qu'il y a différents types de formations? Comment est reconnu le métier? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on devient concrètement sophrologue? Alors des formations, il y en a beaucoup. Il y a eu donc il y a un titre certifié qui est le RNCP, qui valide cette formation auprès de l'État, bien que ce ne soit pas une formation qui soit reconnue par l'État. D'accord. Il y a plusieurs formations qui vont de 6 mois à 2 ans. D'accord. Moi, j'ai fait une formation qui durait quasi 2 ans à l'Académie de sophrologie de Paris. Je me suis renseignée sur plusieurs écoles, les grandes écoles qui étaient proposées en formation longue, parce que moi j'estimais que c'est ce qui me conviendrait bien, et puis j'avais envie de faire ça avec sérieux et profondeur. Prendre le temps. Voilà, tout à fait. Je ne me voyais pas faire ce genre de formation en 6 mois. Mais il semblerait qu'il y ait des formations qui donnent des outils tout à fait viables voilà, pour faire ce métier en 6 mois, ce qui moi me semble rapide. Ok, aujourd'hui encore, tu trouves que c'est rapide? Oui, franchement. Une espèce de formation accélérée oui, pour ça? Oui, franchement. Okay. Oui, parce qu'il y a plein de choses, encore une fois. C'est une discipline très complète qui est à la rencontre de plusieurs chemins. Et déjà, il faut comprendre ces chemins pour pouvoir, il me semble, pratiquer cette discipline correctement. Et puis, tout simplement, d'un point de vue concret, on apprend beaucoup de protocoles, en fait, qui correspondent à différents types de problèmes, de pathologies. Et ne serait-ce que pour ça, pour bien les maîtriser, etc., il me semble que voilà, au moins une formation d'1 an, c'est bien. D'accord. Et donc du coup, comment est-ce que se passe sa formation? C'est à plein temps? Il y a des cours du soir? Comment est-ce que toi tu as fait pour faire cette transition-là, sachant que tu avais déjà une activité professionnelle? Est-ce que c'était pas trop engageant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour toi comment est-ce que ça a été? Eh bien, cette formation, je l'ai faite à raison d'une journée par semaine. D'accord. Pendant cette année et demie. Alors, en effet, j'ai trouvé ça assez engageant. Parce que ça demande du travail en parallèle, d'intégrer, tel que je te le disais, les protocoles qui sont présentés, de travailler justement sur la structure et comprendre vraiment ce que c'est que la sophrologie. Donc moi, ça m'a demandé pas mal de travail et d'engagement pendant cette année et demie. Quant au travail, j'ai toujours été indépendante. Moi, ça fait partie, je pense, de mon ADN. Donc dans cette mesure, ça s'est bien goupillé. Il est vrai que pour les collègues et les personnes qui étaient avec moi à la formation et qui étaient salariés, je crois que c'était un petit peu compliqué quand même à mener de front. J'imagine bien. Ouais. Et donc du coup, comment est-ce que ça se passe concrètement? À la fin, vous avez un examen, vous avez un rendu, c'est un oral. Comment est-ce qu'on devient à la fin sophrologue? On a un diplôme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi? Oui, alors la formation à l'académie en elle-même a été validée par la soutenance d'un petit mémoire
et par une épreuve orale pratique. Donc on est tombé sur un de ces fameux protocoles au hasard qu'on devait présenter, voilà, avec un cas clinique présenté particulier. Donc ça, c'est la formation, c'est la validation de la formation de l'école. Et ensuite, il y a ce fameux titre RNCP qui est à décrocher auprès de... On est inscrit au répertoire national de la Chambre des métiers. Et du coup, ça, c'est une deuxième partie du diplôme à acquérir, où il faut présenter des cas cliniques, le lancement d'activités, présenter la façon dont on va gérer son activité, un business plan, etc., pour bien montrer qu'on est capable de mettre sur pied et d'exercer en libéral ce type d'activité et qu'on a les compétences pour le faire. D'accord, donc ça c'est un second filtre qui s'applique après la formation. Tout à fait. Ok, est-ce que tu trouves que ce filtre il permet entre guillemets, d'éliminer peut-être ceux qui n'étaient pas très engagés ou ceux pour qui la formation n'a pas été suffisante ? Je ne sais pas si on peut voir les choses en ces termes. Pour moi, c'est surtout ce deuxième filtre professionnalise davantage et fait rentrer le sophrologue vraiment dans la vie professionnelle. Il se projette en tant que professionnel et en tant qu'entrepreneur aussi. Quant aux compétences, elles sont défendues et à la qualité de la pratique, je crois que c'est plutôt auprès donc le premier filtre, auprès de son institut de formation initiale que c'est présenté et défendu. Mais selon moi, et c'est très personnel, le niveau d'exigence n'est pas absolu. D'accord, tu souhaiterais qu'on puisse le remonter un petit peu? Je pense que ce sont des professions qui sont complexes, pour lesquelles on a une grande responsabilité, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens qui bien souvent sont dans des phases problématiques et qu'on a besoin d'avoir des outils sûrs et bien maîtrisés pour faire son travail en compétences et pour pouvoir véritablement les accompagner voilà, de façon qualitative. Je pense que dans cette mesure-là, il est toujours bon de relever le niveau d'exigence. D'accord, mais je le comprends bien. Tu qualifierais du coup ton activité comme une activité de bien-être. Comment est-ce que tu la qualifies ? Alors, il y a plein de choses que j'ai pas le droit de dire sur mon activité. C'est pour ça que je voulais en dire ça. Oui, on peut dire ça. J'aime bien revenir aussi à cette notion de gestion du stress. Je pense que c'est vraiment central. Voilà, et les gens que je reçois viennent beaucoup me voir dans ce genre de cas de figure. Mais c'est bien plus encore. Mais voilà, en tout cas, oui, je me définirais comme un guide vers le bien-être. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur tout ce qui est gestion du stress et peut-être sur des cas concrets. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu, on a commencé à en parler tout à l'heure, sur la reconnaissance un petit peu de ton métier par l'État. Je sais que vous n'apparaissez pas sur un certain type de plateforme, notamment Doctolib. Tu me disais que vous étiez sur Chronolib. Comment est-ce que ça se fait que vous ne soyez pas sur les plateformes comme Doctolib alors qu'on voit que par exemple des naturopathes qui n'ont pas une reconnaissance aussi officielle un petit peu comme votre métier le sont? Comment ça se fait qu'eux le sont? Nous avons pu être sur Doctolib. Il me semble qu'il nous reste encore, nous sophrologues, quelques mois pour y rester. De même manière que les naturopathes. En fait, on est logés à la même enseigne. Moi, j'ai choisi de ne pas être sur Doctolib parce que voilà, c'est une grosse plateforme qui... dans sa façon de considérer les praticiens et du coup les clients, puisque je ne peux pas parler de patients. Et les clients, voilà, ça ne me convenait pas, donc j'ai choisi une plus petite plateforme et qui est davantage destinée justement aux médecines douces. Voilà. D'accord. Ok, bon, c'est super. T'as répondu à ma question. Du coup, on va pouvoir revenir justement sur le concret du métier. Aujourd'hui, dans ton cabinet, tu reçois quoi comme type de demande, comme type de client, parce qu'on n'a pas le droit de dire patient. Oui. Voilà. Quel type de personne tu vois?
Alors déjà, j'ai une activité qui est répartie en 2 pôles. Donc j'ai un pôle en cabinet, effectivement, et un autre pôle où j'interviens dans des structures type centre d'action sociale, association, voilà. Et je fais davantage de la sophrologie groupe. En tout cas, en cabinet, c'est éminemment des problèmes de gestion du stress, justement, de douleurs chroniques, de perte de moyens. Donc c'est essentiel aussi pour les enfants, des problèmes de stress, de terreur nocturne. Voilà. Donc ça tourne quand même beaucoup autour effectivement du stress, Okay. Notamment dans notre ville de Paris. Voilà. Qui est connue pour être assez stressante. Hein. En effet. et du coup, est-ce que tu as l'impression, ça fait combien de temps que tu fais ce métier déjà? Alors ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Ok, donc tu n'as pas pu voir une évolution significative Ouais. du type de demande que tu avais. C'est globalement la même chose entre maintenant et il y a 2 ans. Oui, j'ai pas assez de recul. T'as pas assez de recul, non, j'ai non. pas assez de recul pour dire ceci. Non, de ce côté-là, Ok. non, il me faudra attendre un peu Un davantage. petit peu, tu pourras nous le redire plus tard. Et donc du coup, si on prend le contexte parisien par rapport au stress, tu as vraiment l'impression que les gens viennent par rapport à ces demandes autour du stress parce qu'on est dans ce secteur qui est hyper dynamique, ou si tu étais même dans un autre endroit en France, tu aurais aussi ces problématiques de stress qui seraient récurrentes? Alors il est difficile pour moi de comparer, mais tout de même, je crois pouvoir dire qu'à Paris, les gens souffrent particulièrement du stress. Et il me semble, pour voyager dans bien d'autres endroits, ne pas constater en fait de tels problèmes. Et les gens viennent essentiellement me voir à ce propos. Donc, D'accord. Ouais, je pense que c'est à mettre en relief. Ouais. D'accord. Et donc concrètement, quelles pistes tu donnes? Alors tu n'es pas obligé d'aller trop dans les détails, mais quelles sont les pistes, les axes d'amélioration que tu donnes justement pour faire de la gestion du stress qui au final effectivement est quotidienne? Alors en sophrologie, on travaille du coup beaucoup le mouvement du corps. La respiration, on l'a dit, donc je donne des exercices, soit respiratoires, soit des mouvements en fait qu'on va charger symboliquement et qui vont permettre de vider justement, de relâcher les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc ça s'apparente un petit peu au yoga, mais un yoga intentionnel où par exemple je peux donner l'exemple d'un geste où on va faire comme si, à l'aide de la respiration, on va souffler pour vider les poumons. À l'inspire, on va prendre 2 grosses valises de chacun des côtés du corps. Inspirer, bloquer la respiration, et à l'expire, on relâche l'air, les valises, et on évacue les tensions par là même. Voilà, ça peut être un petit exemple qui est bien ancré dans le quotidien, justement. Mais c'est aussi, et justement on parlait de méditation, apprendre à accueillir aussi les émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ne pas se bloquer vis-à-vis des choses et laisser circuler un petit peu les énergies, la respiration, s'appuyer sur la respiration qui est vraiment le premier des outils pour prendre du recul par rapport aux situations et ne pas se bloquer, ni bloquer le souffle, ni bloquer les tensions musculaires et laisser circuler un petit peu tout ça. D'accord. Voilà, donc à l'aide de la respiration, des mouvements du corps et puis d'une prise de recul mentale. D'accord. Il y a cette notion de prise de recul mental, tu parlais aussi d'émotionnel, donc c'est quelque chose qui est assez intime en soi. Comment est-ce que tu fais pour aller aussi profondément lorsque tu as de la sophrologie de groupe? Parce que j'imagine que c'est pas simple de pouvoir avoir un relâchement qui soit complet et total lorsqu'on est entouré de personnes, peut-être des collègues ou même des gens qu'on ne connaît pas. Alors, détrompe-toi, au contraire, il y a une vraie synergie de groupe en fait. D'accord. Donc, sachant que la sophrologie, c'est pas quelque chose. Moi, je vais proposer en fait des techniques, des scénarios, et la personne intérieurement va développer en fait ces scénarios de la manière. Je vais juste lui donner des outils pour trouver des tactiques en fait pour résoudre ces choses-là en termes de visualisation justement positive. Par exemple, si tu dois préparer un entretien professionnel, tu vas t'imaginer lors de cet entretien professionnel, mais de manière à ce qu'il se déroule pour le mieux, et tu vas envisager quelle tactique tu as réussi à mettre en place personnellement pour que cet entretien se déroule bien.
Et tu vas te voir le dérouler à merveille et t'observer, du coup te contempler de la meilleure des manières pour pouvoir le refaire quand tu en auras besoin au moment T. Et pour répondre plus précisément à ta question, justement, on parle d'alliance en fait en sophrologie qui se crée alors aussi bien avec un client qu'avec tout un groupe. Et c'est génial parce qu'en groupe, il y a une formidable synergie qui se crée. C'est peut-être de grands groupes. Moi, généralement, je travaille avec des groupes à peu près d'une douzaine de personnes. D'accord, ce qui est conséquent. Oui, quand même, quand même. Et voilà, il y a quelque chose qui se dégage de cette synergie, de ces gens. On est tous sur des chaises, assis sur des chaises, en rond. Donc on crée un cercle comme ça et chacun est justement dans le bien-être, dans la relaxation et dans des visualisations telles que je te le disais positives, et ça crée quand même une très belle énergie. Et chacun à la fin de la séance partage son vécu. Alors de façon phénoménologique, c'est-à-dire qu'on en revient toujours au corps. Il décrit ce qui s'est vécu dans son corps et ça crée une vraie relation en fait entre tous les membres du groupe, puisque quelqu'un dit quelque chose et l'autre pense « Ah mais oui, il a vécu ça, mais moi aussi je suis pas le seul ». Et du coup ça crée un partage et une alliance qui est encore plus forte. D'accord, je vois tout à fait la notion de synergie et du coup d'énergie que ça peut apporter par la suite. Tout à l'heure, tu nous disais que tu donnais des techniques, que ce soit pour la respiration, donc j'imagine que c'est un entraînement, on pourrait faire la comparaison avec le sport. Comment est-ce que ça se passe pour la suite ? Typiquement, si je viens te voir, qu'on fait peut-être une séance par semaine durant 1 ou 2 mois, est-ce que c'est des choses qui vont rester à vie ou c'est quelque chose, une hygiène de vie que je vais devoir continuer à avoir pendant plusieurs mois, plusieurs années? Alors, par exemple, il y a 2 cas de figure. Il y a une séance en individuel ou séance de groupe. Ouais. En ce qui me concerne, si tu viens me voir pour une séance individuelle, tu vas repartir avec un enregistrement audio de ta séance personnalisée sur ta problématique, etc., qui va te permettre de t'entraîner chez toi. Ce sont des séances qui durent généralement de 10 à 15 minutes, qui ne sont pas trop longues pour que l'entraînement soit facile, agréable et que dès qu'on a un petit moment, on puisse le faire. Et effectivement, ces exercices que je propose, ces visualisations positives, ça demande de l'entraînement, ça demande, il faut imprimer l'être un petit peu de ces techniques et de ces visualisations positives. Du coup, ça demande un petit peu de travail pour chacun. Par contre, en groupe, d'où l'intérêt justement d'un point de vue de la prévention de proposer des séances de groupe régulières. Il n'y a pas d'enregistrement puisque comme tu le disais, on est plusieurs, c'est une problématique qui est moins personnelle, individuelle, donc l'intérêt est de proposer des séances de façon assez régulière, de manière à intégrer tous les outils qui sont proposés et puis à l'intégrer à son quotidien, c'est vraiment l'idée. D'accord, je pense que c'est très clair. On parlait du coup tout à l'heure de gestion de stress. J'imagine que tu dois avoir, et tu me prenais l'exemple d'un entretien d'embauche ou d'un entretien individuel en milieu professionnel. Est-ce que tu as des résultats, tu as eu des retours par rapport à ça, des gens qui ont préparé des entretiens, des réunions, des meetings ou des séminaires et qui, une fois qu'ils ont fait les séances avec toi, ont pu te faire un retour? C'est quel type de retour que tu as? Tout à fait. J'ai eu des retours très favorables en termes de prise de parole en public, préparation des personnes qui sortent de périodes longues de chômage, qui doivent passer toute une batterie d'entretiens, etc. Pour qui ça s'est très bien passé parce que, ils ont réussi à mettre à distance leurs problèmes de stress. Dès qu'ils sentent monter, ils ont des exercices notamment respiratoires pour les mettre à distance. Et 2, ils se sont vus de façon favorable dans leur démarche, dans leur prise de parole en public, dans les entretiens professionnels, et ils reprennent confiance en eux, ils injectent du positif dans leur démarche, et du coup ça aide à faire passer ces vicissitudes comme une lettre à la poste. D'accord, c'est super. Et du coup, si on prend d'un point de vue général, tu dirais que l'activité de sophrologie, c'est donc préventif et thérapeutique aussi. On est vraiment sur les 2 axes. Alors c'est très clairement préventif. D'accord. Et c'est
thérapeutique, ça l'est vastement également. Après, ce qui serait vraiment super moi ce que j'adorerais, c'est que, comme on en parlait au départ, la sophrologie fasse partie des écoles, fasse partie des entreprises, et que ça intègre vraiment la vie des gens au quotidien de manière à être plus relax, à prendre du recul vis-à-vis des choses, et puis à accueillir d'ailleurs les bonnes choses comme les mauvaises, parce que ça fait partie de la vie et que voilà. Et on peut avoir des outils pour nous aider à vivre ça avec un petit peu plus de légèreté. Bien sûr. Et profondeur. Bien sûr. Mais donc du coup, ce travail-là, les axes que tu viens d'énumérer, que ce soit pour la prévention, pour les écoles, etc., c'est à vous du coup de faire ce travail pour que chacun puisse prendre conscience que ça existe et que ça a des bienfaits, non ? Tout à fait. De plus, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la discussion autour de mon métier. C'est vrai que la profession de sophrologue est représentée de façon assez inégale, mais il y a plein de gens qui connaissent les vertus de la sophrologie. Moi, je travaille par exemple dans des écoles maternelles, avec notamment des instituteurs qui ont eu vent et qui ont eux-mêmes vécu en fait les bienfaits de la sophrologie et qui souhaitent du coup l'incorporer à leur enseignement et faire de la prévention. Voilà, donc, effectivement, c'est peut-être à nous d'aller justement démarcher, d'aller proposer en vue d'être dans la prévention justement auprès des petits, dans les entreprises, etc. pour proposer plus de relâche des tensions mentales et physiques au quotidien. D'accord. C'est super. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu maintenant de prévention, peut-être en sortant du métier de sophrologue. C'est une question que je pose de manière récurrente. Comment est-ce que tu vois la prévention en France généralement ? Est-ce que tu penses qu'on est dans les temps, qu'on est un petit peu en avance, qu'on est en retard ? Comment est-ce que tu nous situes, peut-être sur une échelle un petit peu plus grande, en termes de prévention ? Je pense que la prévention, il n'y en a jamais assez. Ouais. Et qu'elle devrait davantage s'immiscer dans tous les domaines de notre société. Je pense notamment au domaine social. La sophrologie, ça pourrait faire beaucoup de bien, je sais pas moi, dans les prisons, dans les assos, auprès des jeunes, dans les quartiers, auprès des vieux. Donc oui, la prévention, elle est vraiment très importante et il me semble qu'en France, on ne met pas assez l'accent dessus. Okay. Sinon, on aurait davantage justement de propositions en ce sens dans les écoles. Il me semble qu'on est encore, c'est un petit peu trop fermé. Et bien qu'on s'ouvre à des disciplines comme la mienne et tant d'autres qui sont quand même super efficaces en termes de prévention, on a du mal à les encourager, à les soutenir de manière à ce qu'elles fassent plus de bien aux gens, tout simplement, et aux sociétés. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu avais beaucoup voyagé, que tu avais vu pas mal de paysages. Est-ce que tu as remarqué que dans d'autres endroits, on était beaucoup plus ouvert justement sur cette notion de prévention, plus qu'en France ? Je crois que c'est de notoriété commune. Il me semble que dans les pays en Europe du Nord, notamment, la prévention, c'est vraiment, je pense, c'est névralgique de la construction sociétale. Je pense que c'est un bel exemple à prendre. Après, il est vrai que à l'échelle planétaire, on n'est peut-être pas si mal lotis que ça. Par contre, cette prévention, elle mériterait d'être diffusée davantage, peut-être une réglementation claire et de manière que ce soit une prévention utile et fiable. D'accord. Voilà. Ok, super. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu du coup de ton quotidien, même si on y était tout à l'heure. Aujourd'hui, comment ça se passe une semaine type pour toi, une journée type, sachant que tu as encore
d'autres bagages avec tes expériences professionnelles passées. Aujourd'hui, tu es 100% orienté autour de la sophrologie ou tu as d'autres activités encore? Non, je suis auteur-photographe depuis 15 ans. Ouais. On va dire que j'ai gardé à titre professionnel, non pas personnel, 30% de mon activité de photographe. D'accord. Et là, je suis à peu près je suis plus à 60-40, on va dire. Ok. Voilà, 60-40. J'exerce donc 2 jours en cabinet. Et le reste du temps, j'interviens auprès d'associations, de centres d'action sociale, auprès de d'écoles, de divers publics, en faisant de la sophrologie davantage de groupe. D'accord. Et je travaille beaucoup, notamment avec des seniors. Voilà. Et je suis très impliquée aussi, j'habite dans le 18e, donc voilà, je suis très impliquée dans la vie associative de mon quartier, auprès des jeunes, des femmes, des enfants. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc voilà comment se répartit un petit peu ma journée. On va dire que j'ai 2 jours de travail auprès de groupes, de séances de groupe, et 2 jours en cabinet. D'accord. Dans le 10e à Paris. Ok, donc ça c'est un équilibre qui te convient aujourd'hui, où tu as envie de tendre vers justement un rééquilibrage un petit peu différent? Non, j'aimerais bien, il est important pour moi. Moi, je fais ce travail, alors bien sûr, c'est mon moyen de subsistance, mais c'est avant tout une façon de devenir et d'être au monde. Donc je fais ça, j'ai à cœur de bien en vivre, etc. Du coup, il y a certains domaines qu'il me faut occuper, tels que la sophrologie en entreprise, par exemple, parce qu'il est vrai que c'est plus facile de gagner sa vie dans ce genre de domaine. Après, même si je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à faire justement dans la prévention en entreprise, ce serait vraiment passionnant. C'est pas forcément le cas à mon sens aujourd'hui, la manière dont il est possible de travailler en entreprise alors qu'il y a beaucoup à faire. Idéalement, j'adorerais pouvoir gagner ma vie en tant que sophrologue, notamment voilà, dans une optique sociale. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et également défendre justement le bienveillir, donc ça c'est pour tout le monde, et travailler aussi avec les seniors, les personnes âgées. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est une frange de la population qui est un peu oubliée aujourd'hui, qu'on ne voit plus d'ailleurs, notamment dans la rue à Paris, on voit très peu de seniors. Et du coup c'est important pour moi de travailler avec ces gens qui sont fabuleux, et voilà, nous aussi on sera vieux un jour, ça fait partie de la vie, et il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc voilà, c'est un public à choyer, il me semble. Et les sportifs aussi, voilà, qui deviennent vieux également. Bien sûr, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour les prochaines années? C'est de continuer à t'épanouir dedans et avoir un petit peu plus encore d'activités de sophrologie, c'est ça? Oui, c'est de tout regrouper, voilà, la créativité, le social, le sport, voilà, de réussir à joindre tous ces domaines qui composent ma vie, et à travers le fil rouge de la sophrologie, parce que ça permet ça aussi, c'est une vaste discipline qui permet de relier plein de points différents, un petit peu comme un atome. Donc voilà, j'aimerais bien ça. D'accord. À venir. Bah écoute, Armelle, je te remercie d'avoir pu nous accueillir. Je pense qu'on a fait le tour. Moi personnellement, j'ai appris pas mal de trucs. C'était super de pouvoir échanger. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Arthur. Et puis bah à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.